Et si on pouvait à nouveau se réjouir du futur? Je suis Grégory Pouy et sur ce podcast, je reçois des penseurs, des chercheurs, des créateurs qui m'aident à voir le monde autrement et à retrouver l'envie d'y aller. Pas avec un optimisme naïf, mais pas non plus avec un fatalisme résigné, mais avec lucidité et avec élan. Allez, bienvenue sur Vlan. Bonjour, bienvenue dans cet épisode solo. Je vais vous parler de crise cette fois. Cet épisode solo, c'est une lecture de ma newsletter. Encore une fois, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. C'est sur vlan.kessel.com et je serais ravi d'avoir vos retours. Si vous trouvez ça chouette, pas chouette, dites-le moi en commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous pouvez m'envoyer des DM sur Instagram, où vous voulez. La semaine dernière, avant de partir en vacances, et je reviens tout juste, j'ai pris un immense plaisir à déjeuner avec Pablo Servigne. Pablo, c'est quelqu'un que j'avais reçu il y a quelques semaines sur Vlan. Si vous ne le connaissez pas, ou que peut-être vous n'avez pas écouté l'épisode, en fait, Pablo, c'est d'abord un chercheur, c'est un essayiste, c'est l'une des personnes en France qui réfléchit le plus, en tout cas le plus sérieusement, au scénario d'effondrement. Alors, pas l'effondrement de l'intégralité de l'humanité, mais l'effondrement de nos sociétés. Et c'est aussi lui qui explique, et c'est le sujet de notre épisode, pourquoi les sociétés violentes sont vouées à s'effondrer, tandis que l'entraide, qui est la nature humaine, permet de perdurer ad vitam aeternam. Pablo, c'est quelqu'un d'une douceur et d'une présence qui sont vraiment remarquables quand vous le rencontrez dans la vraie vie, et avec une énorme humilité. Et alors qu'on déjeunait, au bout d'un moment, la conversation, naturellement, elle a dérivé vers le contexte général, la géopolitique, les polycrises, les turbulences à venir, etc. Et comme je le fais de manière assez habituelle, j'ai commencé à parler de chaos. J'utilise ce mot assez constamment dans mes newsletters, dans le podcast, mais aussi dans mes conversations du quotidien. Et évidemment, dans mes conférences aussi. Et c'est un mot qui résonne chez moi, et visiblement chez vous aussi, à en juger par vos retours. Et Pablo, il me regarde avec un petit sourire comme ça, et il me dit quelque chose qui m'a vraiment arrêté net. Il me dit, mais tu parles du chaos comme si c'était un problème, mais la vie, elle danse toujours au bord du chaos. L'inverse du chaos, une sorte d'ordre absolu, ça signifierait la mort, ou son équivalent, puisqu'il n'y a plus rien qui bouge. Franchement, j'ai mis quelques secondes à répondre. Et ça m'arrive assez peu souvent, en réalité. Parce que j'ai réalisé d'un coup que cette façon de poser le mot contenait peut-être une erreur fondamentale. Vous voyez le truc, quand on réalise qu'on ne savait pas, voilà, j'étais exactement à cet endroit. Parce que si l'opposé du chaos, c'est la mort, alors le chaos, c'est pas quelque chose dont il faut se protéger, c'est la condition de base du vivant. Alors, une question centrale, c'est peut-être pas le chaos le souci, mais l'énergie colossale que l'on met tous à fuir l'imprévisible. Peut-être que c'est ça qui nous empêche d'avancer d'une certaine manière. Et donc, la vraie question, c'est pas comment revenir à la stabilité, mais plutôt comment naviguer dans ce qui par nature ne sera jamais stable. Et en fait, c'est cette question que j'ai envie d'explorer avec vous aujourd'hui. Parce que elle m'a conduit à me plonger dans des travaux de recherche que je ne connaissais pas, pour être sincère, à relire des auteurs sous un angle un peu différent et à changer assez profondément ma façon de me représenter ce que nous traversons collectivement en ce moment. Je vous garantis que cette newsletter, elle est sans dev perso. Pas que j'ai une dent contre le développement personnel, mais parce que j'espère que ce que je vous propose là, c'est un peu plus fondamental et aussi utile. Parce que comme vous le savez, ce qui est au cœur de mon action, c'est évidemment d'essayer de vous redonner envie du futur. Partout où je suis actif, donc sur ce podcast, sur mon autre podcast, mais aussi dans la newsletter, mais aussi dans mes accompagnements d'entreprise. D'ailleurs, je fais une petite aparté pub pour moi-même, parce que ce que je vois en entreprise en ce moment, ce sont des équipes qui sont compétentes, qui comprennent globalement tous les enjeux, qui savent ce qu'il faudrait faire, mais qui n'avancent plus, qui n'ont plus d'engagement. Et c'est pas un problème de team building, de formation au management ou de process, c'est vraiment un problème de désir collectif.
Ce que je vois dans les entreprises, c'est que les équipes, elles ont plus envie du futur. Et donc, j'ai décidé de créer une formation, une conférence en réalité, pour faire passer les équipes d'une forme de sidération à de l'engagement réel, avec une méthode concrète que j'ai développée sur les 10 dernières années. Donc, si vous êtes en entreprise, on en parle, j'en serais ravi. Je reviens à cette newsletter pour vous dire que le chaos, c'est peut-être pas ce que vous croyez. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris quand je l'ai découvert et qui éclaire, je pense, en tout cas, tout le reste. C'est le cas pour moi. Le mot chaos, ça vient du grec chaos, K-H-A-O-S, qui désignait à l'origine le vide primordial, d'avant la création. En fait, l'espace béant à partir duquel tout émerge. Le chaos, c'est pas le désordre, c'est l'état d'avant l'ordre. L'espace de possibilités pures, en réalité. Et les Grecs, ils n'utilisaient pas ce mot comme une chose négative, mais vraiment pour décrire le commencement de toute chose. Et on a perdu ça quelque part en route. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit « alors là, franchement, c'est le chaos hein », bah, tout le monde comprend, c'est la merde, c'est catastrophique, c'est ingérable, il faut y mettre de l'ordre. Et ce glissement sémantique, c'est pas anodin. Ça dit quelque chose de notre époque. Et sans doute de notre rapport à l'imprévisible. Et donc, au cours de mes recherches, après cette conversation avec Pablo, je suis tombé sur les travaux d'une personne qui s'appelle Stephen Gastello, qui est un psychologue américain et qui a consacré une grande partie de sa carrière à étudier comment la théorie des systèmes dynamiques s'applique aux êtres humains et donc à nos comportements. Et ce qu'il explique, en gros, c'est que le chaos, au sens scientifique du terme, ça désigne pas du tout le désordre pur. À l'inverse, c'est une dynamique hyper précise. Des systèmes où de petites variations initiales peuvent produire des effets très importants, mais qui génèrent néanmoins en fait, des structures qui sont stables et reconnaissables, qu'on appelle en général des attracteurs. L'image la plus connue de ça, pour illustrer ça en tout cas, c'est l'effet papillon. J'imagine que vous connaissez l'histoire, mais en gros, ça dit que un battement d'aile d'un papillon au Brésil peut, théoriquement, contribuer à une tempête à l'autre bout de la planète. Et on cite généralement cette idée pour souligner la fragilité et l'imprévisibilité des systèmes. Mais il y a aussi une autre lecture qui est moins connue, mais qui est tout aussi intéressante, je crois. En fait, ce même système qui amplifie les petites perturbations produit aussi des formes d'une régularité qui sont remarquables. Les fractales, qui sont ces structures qui se répètent à toutes les échelles, dans les fougères, dans les côtes maritimes, dans les flocons de neige, dans les poumons humains aussi, sont produits par le chaos. Le rythme cardiaque d'un cœur qui est sain et qui est légèrement irrégulier, s'il est sain, il est chaotique au sens technique du terme. Si votre cœur avait un rythme parfaitement régulier, au contraire, ça serait un signe pathologique de maladie. La croissance des arbres, la formation des nuages, les méandres des rivières, tout ça, en fait, c'est chaotique, imprévisible dans le détail. Mais par contre, c'est générateur de structures que nous reconnaissons immédiatement comme belles et cohérentes. Et ce que j'ai mis du temps à vraiment intégrer, c'est la conclusion que ça implique. C'est-à-dire que le chaos, c'est pas l'opposé de l'ordre. C'est le processus par lequel l'ordre émerge de façon non planifiée. Et c'est ce que les chercheurs appellent l'auto-organisation. Et en fait, une fois qu'on a vu ça, on ne peut plus regarder l'instabilité de la même manière. Je vais vous donner un exemple qui, moi, m'a frappé en tout cas lors de mes recherches. Parce que j'adore prendre des exemples d'animaux en général, je vous amène dans une fourmilière. Une fourmi seule, elle est incapable de construire quoi que ce soit, évidemment. En tout cas, rien de complexe. Elle suit des règles qui sont très simples. Elle dépose des phéromones, réagit à celles des autres. Et en fait, il n'y a aucune fourmi qui planifie la fourmilière. Il n'y a pas de contremaître. Il n'y a pas un plan d'architecte. Il n'y a pas de réunion de coordination. Et pourtant, le résultat, c'est une structure d'une sophistication extraordinaire, avec des zones spécialisées, des systèmes de ventilation, des routes optimisées pour le trafic évidemment. Et l'ordre, en fait, il émerge du chaos des interactions individuelles. La fourmilière, elle n'est pas construite
malgré l'absence de plan central, elle est construite précisément grâce à cette absence. C'est ça l'auto-organisation. Et c'est un principe qui opère à toutes les échelles du vivant, que ce soit à partir des molécules jusqu'aux écosystèmes, en passant par les cerveaux et les sociétés humaines. Alors, pourquoi notre cerveau il traite l'incertitude comme une menace mortelle dans ce cas-là? Et avant d'aller plus loin, je vais être honnête avec vous sur quelque chose, et il me semble que c'est important. Comprendre intellectuellement que le chaos est générateur de structure, en fait, ça suffit pas. En tout cas, ça suffit pas à faire disparaître la panique quand la situation devient incontrôlable. En tout cas, ça fonctionne pas pour moi. Peut-être que chez vous, ça fonctionne. Mais vous me direz ce que ça fait chez vous. Je suis vraiment intéressé. Et il y a une très bonne raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, et ça tient à notre biologie, bien plus qu'à notre physiologie, ou à notre volonté d'ailleurs. Notre cerveau, c'est avant tout une machine à prédire. Il perçoit pas le monde tel qu'il est, il construit en permanence des modèles de ce qui va probablement se passer. Parce que ça va nous permettre d'agir de façon, évidemment, adaptée avant même que les événements ne se produisent. Et pendant des millions d'années, cette capacité d'anticipation, ça a été une question de survie pour l'humain, au sens littéral du terme, bien sûr. L'ancêtre qui n'anticipait pas la présence d'un prédateur derrière lui ou derrière un rocher, il pouvait pas le transmettre ses gènes, il était mort direct. Celui qui suranticipait les menaces, même au prix d'une anxiété chronique, en réalité, à cette époque-là, il vivait plus longtemps en moyenne. Ce qui signifie concrètement aujourd'hui, c'est que l'incertitude radicale active le même système d'alarme que la menace physique. L'amygdale, qui est cette petite structure au cœur de notre cerveau et qui traite les signaux de danger, elle fait pas vraiment de différence entre un lion qui va me dévorer et je sais pas très bien ce qui va se passer dans ma vie dans les 6 mois qui viennent. Les deux produisent de l'anxiété, de la vigilance accrue, une mobilisation des ressources vers la survie immédiate, au détriment évidemment de la réflexion à long terme. C'est pour ça que dans les moments d'incertitude intense, on devient en général moins créatif, moins capable de voir les solutions complexes. On est plus attiré par les réponses simples et rassurantes, même quand elles sont fausses. Il n'y a qu'à regarder les Américains qui ont voté pour Trump. J'ai découvert à travers mes recherches les travaux aussi de Donna Brother, qui est une psychanalyste américaine et qui a développé ce qu'elle appelle l'anxiété cartésienne. Et l'idée derrière l'anxiété cartésienne, c'est la suivante. Depuis Descartes, la pensée occidentale a construit tout un édifice intellectuel autour de la certitude comme idéal. On cherche la méthode, le fondement solide, la vérité indubitable. Et quand on la trouve pas, ce qui arrive évidemment presque toujours, forcément, on souffre. Et c'est pas tant l'incertitude en elle-même qui génère la souffrance, c'est en fait la collusion entre l'incertitude réelle et notre croyance profonde qu'il devrait y avoir de la certitude. Que si on cherche assez bien, on finira par trouver le sol ferme. Pour le dire autrement, d'une certaine manière, en fait, on souffre pas du chaos, on souffre du fait que le chaos n'est pas ce que nous pensions que le monde devrait être. Et en fait, c'est une différence qui est capitale, parce qu'on peut pas éliminer le chaos, mais on peut travailler sur la croyance que la stabilité devrait être la norme. Il y a 2 chercheurs australiens, Robert Pryor, P-R-Y-O-R, et Jim Bright, qui ont développé dans leurs travaux ce qu'ils appellent la théorie du chaos des carrières. Et leur point de départ, il est assez simple, mais il est aussi dévastateur d'une certaine manière. Nos trajectoires de vie sont intrinsèquement non linéaires. Personne, selon eux, n'arrive là où il pensait aller en faisant le chemin qu'il avait prévu de faire. Les carrières les plus riches en général sont les plus signifiantes sont rarement celles qui ont suivi le plan initial à la lettre. Et pourtant, on continue de construire des plans de carrière ou des plans de vie comme si la linéarité était possible. Et puis, ça nous finit par nous faire souffrir quand la réalité ne s'y conforme pas. La panique face au chaos, ce qu'ils disent, c'est que ça naît des attentes linéaires qui sont complètement irréalistes, appliquées à un monde qui est fondamentalement non linéaire.
Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette formulation, elle m'a mis un petit coup. Pas que je sois quelqu'un de très contrôlant, ni très organisé, même tout l'inverse. Les gens qui me connaissent pourront vous le confirmer. J'ai pas besoin de savoir tout à l'avance. Malgré tout, j'ai quand même passé une bonne partie de ma vie professionnelle à essayer de planifier des trajectoires linéaires dans un monde qui l'est pas. Et encore aujourd'hui, quand je fais un épisode sur où va-t-il faire bon vivre en France, je sais pas si vous avez écouté l'épisode, mais il est super, c'est aussi une manière à moi de prédire, d'essayer de prévoir, en fait, d'essayer de comprendre ce qui va se passer. Et forcément, parfois, je me sens coupable ou incompétent quand ça ne découle pas exactement comme j'avais prévu que ça serait. Alors, le problème, c'est pas nécessairement mon exécution, mais plutôt mon modèle mental du monde. Il y a quelque chose de libérateur là-dedans, je trouve. Même si c'est inconfortable à première vue, la réalité, c'est que si le monde, il est non linéaire, par nature, alors les déviations par rapport au plan ne sont pas des échecs. Ce sont finalement des informations. Et parfois, les informations les plus précieuses. Très souvent, en fait. Le chaos, c'est le principe même de la vie. Et c'est pas une métaphore. Alors que je continuais mes recherches, il y a quelque chose que j'ai trouvé qui m'a encore plus perturbé. Pas juste intellectuellement, bien sûr, mais dans ma façon de me représenter la vie et ce que ça signifie. Évoluer. En cherchant des travaux sur le chaos et les systèmes vivants, je suis tombé sur quelqu'un qui s'appelle Roy Bird. C'est un chercheur britannique qui a écrit un livre entier sur les liens entre le chaos, l'évolution et la pensée. Et sa thèse centrale, elle est presque vertigineuse, si on s'y arrête vraiment. Lui, il dit, la vie n'est pas un phénomène qui résiste au chaos ou qui émerge malgré lui. La vie, c'est un phénomène chaotique. Techniquement, pas métaphoriquement. L'évolution ne progresse pas de manière linéaire vers une forme parfaite et stable. Elle tâtonne, elle bifurque, elle s'adapte, elle échoue. Souvent, elle échoue massivement. Et la grande majorité des espèces qui ont existé sur la Terre ont disparu. Et c'est précisément cette instabilité radicale qui lui a permis de produire de la diversité extraordinaire du vivant. Un ingénieur qui aurait planifié l'évolution de manière linéaire et optimisée, il n'aurait jamais produit la pieuvre, l'orchidée, ou le cerveau humain d'ailleurs. Ces formes, elles émergent de l'imprévisible. Pas malgré lui, mais avec lui. Et en vrai, sans le chaos, on ne serait même pas là pour en parler, en réalité. Je vous laisse songer à ça et à votre désir de contrôle. J'ai aussi découvert les travaux de Michael Conrad, qui est un chercheur américain et qui a publié dans les années 80, 1900, un article dont le titre me semble aujourd'hui d'une clarté presque brutale. Le titre en anglais, c'est What is the use of chaos? En bon français, ça donne à quoi ça sert le chaos. Et sa réponse, après des années de recherche sur les systèmes biologiques, il dit le chaos, ça favorise l'adaptabilité. Les systèmes vivants qui incorporent de l'instabilité dans leur fonctionnement sont généralement plus capables d'ailleurs, de répondre à des perturbations imprévues que ceux qui cherchent absolument à maintenir un ordre parfait et rigide. En fait, un système trop stable, trop ordonné, il devient fragile parce qu'il a optimisé pour un environnement précis. Dès que l'environnement change, il ne sait plus s'adapter naturellement. Et les chercheurs en résilience des systèmes, ils utilisent une expression que je trouve en fait forcément très juste. Au premier abord, je ne l'ai pas compris, mais ensuite, ça fait vraiment beaucoup de sens. Comment ils décrivent la zone où les transformations se produisent, ils disent l'orée du chaos. Orée, c'est L'-O-R-2-E. En fait, cet espace d'instabilité particulière, ni trop ordonné, ni trop désorganisé, où les systèmes ont à la fois assez de structure pour ne pas s'effondrer, évidemment, et assez de mouvement pour se réorganiser. Et en fait, c'est précisément là, dans cet espace inconfortable, ambigu, que l'innovation émerge. Mais aussi que la créativité devient possible. Ou encore que les transformations profondes ont lieu. C'est pas dans la stabilité confortable, ni évidemment dans l'effondrement total, mais dans une sorte de zone de turbulence intermédiaire. C'est pour ça qu'on parlait de danser au bord du chaos. Et je vais essayer, autant que je peux, de rendre ça hyper concret. Pensez au moment de votre vie où vous avez le plus évolué,
le plus changé, le plus grandi, moi je suis prêt à parier que ce ne sont pas les périodes tranquilles où tout allait selon le plan. Ce sont les périodes de turbulence, en général, les ruptures, les échecs, les transitions forcées, les moments où tout ce sur quoi vous comptiez s'est révélé beaucoup moins solide que prévu, qui ont produit les changements les plus durables dans votre vie. Et je vous rassure, c'est pas masochiste de le reconnaître, c'est juste une observation empirique sur la façon dont les êtres humains se transforment et évoluent. Et évidemment, c'est bien sûr le cas pour moi. Alors bien sûr, on ne peut pas évoluer en permanence et comme le veut l'expression consacrée, give me a break, en gros, laisse-moi respirer bordel. Ça ne veut pas dire que la souffrance, elle est bonne par essence en elle-même. Évidemment pas, on n'est pas des malades. Enfin, il y a des gens qui aiment se faire mal quand même, mais j'en fais pas partie. Alors, je tiens à être précis parce que c'est facile de glisser vers un discours qui pourrait dire ou qui pourrait romantiser la douleur et ça serait malhonnête, en fait. Ce qui se passe, c'est que l'instabilité, elle crée des conditions qui rendent les réorganisations possibles. Là où la stabilité confortable la rendait inutile et même invisible, en fait. En réalité, on ne change pas ce qui marche, on change ce qui marche plus, ce qui est logique. Ou ce qui s'est effondré, naturellement. Moi, par exemple, quand j'ai quitté le marketing digital après plus d'une décennie, voire 2 décennies, c'est pas parce que j'avais un plan parfait, tracé d'avance. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu la galère, j'avoue, pendant des années, parce que je savais pas exactement ce que j'allais proposer et donc vendre, et donc ce qui allait me permettre de manger à la fin du mois. Non, c'est parce que la situation était devenue suffisamment chaotique pour moi, en tout cas ma situation professionnelle. J'étais en contradiction intérieure. En fait, ça a forcé une sorte de réorganisation qui est devenue non seulement possible, mais nécessaire. Comme je le dis régulièrement, j'avais la sensation d'être du mauvais côté du 21e siècle, en aidant les marques à vendre plus. Et donc, dans un moment de stabilité confortable, sans doute que j'aurais jamais eu ni le courage, ni même le désir de faire ce saut. En fait, c'est une sorte de mini-chaos qui a rendu ce mouvement possible. Et je suis aujourd'hui infiniment reconnaissant à ces années qui ont été difficiles, pour être sincère, d'avoir créé les conditions de ce que je fais aujourd'hui. Mais essayons d'élargir la focale. Parce que cette question du chaos, elle se pose pas seulement à l'échelle individuelle. Il y a quelque chose de systémique dans notre façon collective de répondre à l'incertitude. Et je pense que c'est hyper important d'en parler si on veut vraiment comprendre ce que nous traversons. On vit en réalité dans des sociétés qui ont structurellement organisé leur fonctionnement autour de la simulation de certitude. Que ce soit les marchés financiers qui prétendent quantifier, gérer le risque de façon à le rendre prévisible, jusqu'à ce qu'une crise survienne et révèle que toute cette sophistication mathématique, en fait, c'était de l'esbrouf, ça n'a fait que masquer l'incertitude, ça l'a pas éliminé du tout. Et les organisations, elles construisent des plans stratégiques à 5 ans dans des environnements où personne n'est capable de prédire ce qui va se passer dans les 18 mois. Qui aurait pu prédire vraiment que Trump allait attaquer l'Iran? Alors qu'il a dit exactement l'inverse il y a 6 ans. Les gouvernements aussi font des promesses de croissance, de stabilité dans des contextes où ni l'un ni l'autre ne dépend fondamentalement d'eux. Et nous, collectivement, on continue à demander ces promesses parce que c'est ce qu'on préfère, une certitude fausse à une incertitude vraie. C'est ridicule, en fait, quand on le regarde comme ça, mais ça l'est d'autant plus que j'imagine que ça résonne pour vous, naturellement. En tout cas, ça résonne chez moi. Il y a Hartmut Rosa, qui est un chercheur, un sociologue dont j'ai déjà parlé, un sociologue allemand, que j'ai découvert quand j'ai fait mes recherches, en particulier sur l'accélération du temps. Je ne sais pas si vous avez écouté cet épisode ou lu la newsletter. Je pense que c'était un épisode ou une newsletter super. Bref, je continue à m'intéresser à ces idées naturellement régulièrement. Et il a développé une thèse sur ce qu'il appelle l'accélération sociale. J'en avais d'ailleurs un petit peu parlé dans cette newsletter. Vous savez, c'est cette impression collective et franchement désagréable que tout va de plus en plus vite, que nous n'avons plus le temps de nous adapter à un changement avant que le suivant n'arrive.
Et sa lecture est que nous répondons à cette accélération par ce qu'il appelle la stabilisation dynamique. En fait, on court de plus en plus vite pour rester à la même place, en cherchant à conserver une position stable dans un monde qui bouge. C'est la fameuse Reine Rouge d'Alice au Pays des Merveilles, en gros. Et ce que Rosa montre, en fait, ensuite, c'est, je crois qu'en fait, en tout cas, c'est là où ça devient vraiment intéressant ou vraiment inconfortable, c'est que cette stratégie génère une forme d'aliénation profonde. En fait, on se retrouve à courir après un monde qui se dérobe, à contrôler des processus que nous ne comprenons plus, et à maintenir des positions dont nous savons pertinemment qu'elles ne correspondent pas à ce que nous voulons vraiment. Résultat, et c'est ce qu'il appelle, le résultat, c'est ce qu'il appelle la résonance manquée, c'est-à-dire une relation au monde qui devient mécanique, froide, où nous cessons d'être vraiment touchés ou transformés par ce qui nous arrive. En fait, on traite le monde comme un objet à maîtriser, plutôt que comme quelque chose avec lequel être en relation. Et je pense que c'est exactement ce que nous faisons avec le chaos. En cherchant à tout contrôler, à tout planifier, à tout rendre prévisible, en fait, nous nous coupons de la capacité à être vraiment affectés par ce qui est en train de se passer. À apprendre, à nous transformer. En fait, on gère le chaos au lieu de traverser. Et gérer, c'est pas la même chose que traverser. D'ailleurs, ce terme gérer, je trouve qu'il est souvent problématique. En tout cas, je trouve, au fur et à mesure que j'avance dans la vie, que il vient du monde de l'entreprise, du capitalisme, et en réalité, il devrait y rester, en fait. On gère pas sa vie comme on peut pas non plus gérer ses relations amoureuses ou ses relations de manière générale. Byung-Chul Han, qui est un philosophe coréen allemand, dont j'avais déjà aussi parlé à plusieurs reprises, il a une formulation que j'aime beaucoup pour décrire ce phénomène. Lui, il parle de la société de la transparence. C'est-à-dire notre obsession collective à tout rendre visible, mesurable, contrôlable. Mais comme il l'explique parfaitement, c'est ce qui élimine précisément ce qui rend la vie intéressante. C'est-à-dire l'opacité, le mystère, la part d'ombre, d'altérité, qui fait que l'autre est vraiment l'autre. Et que la vie, en fait, elle nous surprend encore. Le chaos, d'une certaine manière, c'est l'irruption de cette altérité dans notre espace contrôlé. Et notre réaction, elle est défensive. Quand elle est défensive, en tout cas, elle dit quelque chose d'important sur ce que nous avons perdu dans notre obsession de tout rendre transparent. Sans parler évidemment qu'on a peut-être tous mis des lunettes grises et que peut-être qu'on voit tous sous la forme d'une crise. C'est ce que m'a rappelé d'ailleurs Cécile Wendling que je reçois cette semaine sur Vlan. Elle ne nie pas que les crises existent, mais elle pointe quelque chose de plus subtil. Elle me dit, le mot crise, il n'est pas neutre. C'est une construction sociale aussi. Il induit qu'il faut décider vite, se concentrer sur l'essentiel, agir dans l'urgence. Et ce faisant, il crée des angles morts qui sont énormes dans la façon dont on pense l'avenir. Le chaos aussi est en partie un regard qu'on pose sur le réel. C'est pas une raison de nier ce qui est difficile, c'est une invitation à se demander si on n'est pas en train de confondre parfois la carte avec le territoire. Ce qui m'a frappé en lisant tous ces auteurs ensemble, c'est qu'ils décrivent en réalité le même problème, mais avec des angles différents. Rosa, il parle de la vitesse, Anne, il parle de la transparence, et Wendling, elle parle de la construction sociale. Mais en fait, ils pointent vers la même chose. Une société qui est tellement optimisée contre l'imprévisible, en fait, qu'elle est coupée de sa propre capacité à se transformer. Une société qui a peur de danser au bord du chaos, pour reprendre les mots de Pablo que j'ai cités au tout début, et qui préfère l'immobilité sécurisante à la vie en mouvement, en fait, elle est déjà morte en quelque sorte. Je vous le disais, j'ai eu cette conversation récemment avec Cécile, mais je ne vous ai pas précisé, Cécile, c'est une prospectiviste. Quelqu'un dont le métier, c'est précisément d'aider les personnes, les organisations, tout le monde à se projeter dans le temps long. Et elle m'a dit quelque chose, l'effondrement, c'est pas la même chose que le chaos. Et c'est vraiment important de faire cette différence, parce que si on ne clarifie pas, alors tout ce que je viens de dire,
peut sonner comme de la naïveté, peut-être du relativisme, ou mieux, de la mauvaise foi. Et c'est ni ce que je pense, ni ce que la recherche dit. Évidemment, le chaos, ça peut être dévastateur. Il y a des turbulences qui brisent des gens de façon durable, des crises qui détruisent des organisations, des sociétés, des écosystèmes entiers. D'ailleurs, Pablo Servigne lui-même, dont je parlais donc en introduction, il a consacré une grande partie de sa réflexion à des scénarios d'effondrement, qui sont tout sauf optimistes. Et il nous rappelle, avec justesse, que certains systèmes chaotiques, en fait, ils se réorganisent pas en quelque chose de meilleur. Finalement, ils s'effondrent, tout simplement. Et ce qui vient après, c'est pas nécessairement préférable à ce qui existait avant. La question, c'est donc pas de romantiser le chaos ou de dire que tout désordre mène à quelque chose de beau naturellement. La question, elle est beaucoup plus précise. Elle est beaucoup plus difficile aussi. C'est qu'est-ce qui détermine si un système traversé par le chaos s'effondre ou émerge en étant transformé? Et est-ce que cette différence dépend de quelque chose sur lequel on a une prise en réalité? Et les chercheurs qui ont travaillé sur la résilience des systèmes, et j'inclus ici autant les écolos que les psychologues, mais aussi les spécialistes des organisations, bien sûr, ils ont convergé vers des réponses qui sont un peu contre-intuitives. C'est pas la solidité qui protège les systèmes. Les structures les plus rigides, celles qui résistent sans bouger, sont souvent les premières à se briser. En tout cas, elles se brisent sous une pression qui est suffisante. Ce qui protège, c'est la flexibilité, c'est-à-dire la capacité à se laisser traverser, déformer, réorganiser, sans perdre le fil de ce qui est fondamentalement important. Alors bien sûr, j'entends déjà la difficulté. Comment on identifie ce qui est fondamentalement important, concrètement, quand on est en plein dans la turbulence et qu'on ne voit plus très bien là où on veut aller? J'ai pas de méthode universelle à vous donner, évidemment pas. Et je me méfie en général de ceux qui en ont. Ce que je peux vous partager, par contre, c'est ce qui m'a été utile, ce qui m'a personnellement aidé dans les périodes les plus chaotiques de ma vie et de ces dernières années en tout cas. Le fil, par exemple, moi, que j'ai jamais voulu perdre, c'était ma curiosité, ma capacité à rester en lien avec des gens qui comptent vraiment pour moi, et mon souhait, c'est de transmettre. Du coup, il y a tout un lot de valeurs aussi qui sont essentielles pour moi. Tout le reste, le statut, les projets précis, les plans à 5 ans, j'ai fini par accepter de les laisser se déformer. Mais quand j'ai senti que le chaos menaçait ma capacité à penser librement, ou à avoir des conversations profondes, par exemple, c'est là que quelque chose en moi a résisté. Pas par rigidité, mais parce que c'était le noyau dur de ce que je souhaitais faire. Donc la question à se poser, je crois, c'est celle-là. Qu'est-ce qui, si vous le perdez, vous rend méconnaissable à vous-même? Moi, il y a une image qui me revient, souvent, pour illustrer ça. Et je l'ai vu utiliser dans plusieurs travaux, évidemment, qui sont différents sur la résilience. Les arbres, dans une tempête, un chêne très solide, il peut résister jusqu'à un certain point. Puis, il se brise de manière nette. Un bambou, il peut plier jusqu'à toucher presque le sol et se redresser ensuite sans dommage. La robustesse, c'est pas la même chose que la résilience. Et dans un monde fondamentalement chaotique, la résilience, c'est ce qui compte, pas la robustesse. Alors, néanmoins, je dois m'arrêter ici une seconde parce que la résilience, c'est un concept qu'on utilise beaucoup trop facilement. Et il y a quelque chose d'important à dire dessus. En fait, il y a des chercheurs, en particulier des chercheurs en psychologie, en psychophysiologie, qui ont montré que la résilience a un coût corporel réel. Ce qu'on appelle finalement une charge allostatique. C'est-à-dire l'usure progressive du système nerveux à force de s'adapter à des perturbations répétées. Quelqu'un qui rebondit après un trauma, qui semble fonctionnel et même performant, c'est pas nécessairement indemne en réalité. Il a juste payé le prix ailleurs, dans son corps,
dans son sommeil, dans sa capacité à être vraiment présent. La résilience, c'est pas gratuit, en réalité. Et je pense qu'on ne rend pas service à qui que ce soit en la présentant comme une sorte d'idéal à atteindre, sans mentionner le fait, qu'elle coûte cette résilience. Moi, ce que je retiens concrètement, pour ma propre vie en tout cas, c'est que les questions pertinentes ne sont pas, comment puis-je empêcher ça d'arriver, ou comment puis-je reprendre le contrôle. Les questions pertinentes, elles sont plutôt, qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour moi dans cette situation? Ce que je veux pas perdre, même si tout le reste devait bouger. Et qu'est-ce que je peux laisser se transformer sans trop résister? Ou encore, qu'est-ce qui reste stable dans ce monde qui bouge? Ce sont des questions qui sont radicalement différentes. Et elles-mêmes ont des réponses radicalement différentes aussi. Et c'est une distinction que je trouve difficile à appliquer dans le feu de l'action, évidemment. Pour être honnête, c'est pas facile. Mais dans les moments de vraie turbulence, on a tendance à se rigidifier. Et la tentation, évidemment, de tout vouloir contrôler. Elle est énorme, cette tentation, et elle est presque automatique, chez moi aussi, évidemment. Mais je pense que c'est l'une de ces compétences les plus importantes à développer dans les années à venir. Que ce soit individuellement, mais aussi collectivement. Non pas pour se résigner, évidemment pas, mais pour arrêter de gaspiller de l'énergie à résister à ce qui ne peut pas être évité. Et qu'en fait, je pense que l'idéal serait de concentrer cette énergie sur ce qui peut vraiment être influencé. Parce que cette résistance peut aussi créer sa propre misère en réalité. Ce que la recherche dit vraiment sur comment naviguer dans le chaos, c'est que, et je vais essayer d'aller vers des choses plus concrètes, parce que tout ça, évidemment, c'est beau intellectuellement, mais ça vous aide pas nécessairement, enfin je sais pas, j'espère que oui un petit peu, mais l'idée c'est quand même de vivre de manière différente. Et là, ce que je vous ai proposé, c'est un exercice théorique. Et j'ai mentionné un peu plus tôt Robert Prior, Jim Bright et leur théorie du chaos des carrières. Ce que j'ai pas dit, c'est ce qu'ils proposent comme réponse. Une réponse pratique à cette réalité non linéaire. En fait, ils identifient plusieurs attitudes qui permettent de naviguer dans l'incertitude de façon un peu plus productive. Et la première d'entre elles, elle m'a vraiment frappé. C'est ce qu'ils appellent l'incertitude positive. L'idée, c'est pas d'accepter passivement ce qu'on ne contrôle pas, comme une sorte de résignation zen, si on peut dire ça comme ça. C'est plutôt de traiter l'incertitude comme une source d'information, plutôt que comme une menace. En fait, de se demander, non pas comment est-ce que je contrôle ça, mais plutôt qu'est-ce que cette situation imprévue me montre que je ne voyais pas avant. En fait, c'est une bascule d'attitude plus que de comportement en réalité, et elle change quand même pas mal de choses. La deuxième attitude qu'ils identifient, c'est la curiosité comme boussole. Alors moi j'ai de la chance de ce côté-là évidemment, parce que j'ai une curiosité qui est débordante, sans doute beaucoup trop large, mais je suis certain que vous aussi, sinon vous écouteriez pas cet épisode. Et dans un monde non linéaire, ils nous disent que la curiosité c'est plus utile que le meilleur des plans stratégiques, parce que la curiosité elle maintient de l'adaptabilité quand les cartes sont rabattues, parce que une personne curieuse cherche toujours à comprendre ce qui se passe plutôt qu'à forcer la réalité à correspondre à ses attentes. La curiosité, c'est une façon de rester ouvert à ce qui émerge, au lieu de se fermer à ce qui était prévu. Viktor Frankl, que je cite de manière très 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 régulière, et que vous connaissez sans doute, que vous lisiez cette newsletter ou que vous suivez ces épisodes ou pas, mais bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, quand même, c'est un psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration et qui a développé en grande partie, à partir de cette expérience, une approche thérapeutique centrée sur le sens. Et sa thèse fondamentale, c'est que l'être humain peut traverser à peu près n'importe quelle situation s'il y trouve un sens, une direction, en fait quelque chose qui lui donne une raison de continuer. C'est pas un sens définitif, immuable qu'il faudrait avoir trouvé, mais c'est quelque chose de suffisamment fort pour tenir debout, même quand rien d'autre n'est stable. Et puis, à ce stade, c'est difficile de pas parler du bootcamp de mon ami Mathieu Dardaillon,
qui a créé une boussole anti-chaos pour réussir justement à ne jamais perdre le fil. Mathieu, qui est très pragmatique, il a développé un outil incroyable, qu'il utilise lui-même d'ailleurs, pour s'en sortir dans le chaos. Mais ce que je retiens de tout ça, pour notre sujet, c'est que le sens est l'une des rares choses qui résistent au chaos. C'est pas nécessairement un plan super clair, encore moins des certitudes ou des prévisions sur l'avenir, mais tout simplement, le sens, c'est peut-être la question la plus importante à se poser en période de turbulence. Pas comment je reprends le contrôle, mais qu'est-ce qui compte assez pour que je continue à m'y engager même si rien ne se passe comme prévu. Les gens qui tiennent dans les turbulences ne sont pas nécessairement ceux qui ont les meilleures ressources matérielles ou les plans les plus solides. Ce sont souvent ceux qui ont une réponse claire à cette question. J'ai également beaucoup réfléchi à quelque chose que Hartmut Rosa appelle la résonance. C'est sa réponse à l'alignation qu'il décrivait juste avant. La résonance, c'est cette qualité de relation au monde, où on est vraiment touché par ce qui se passe, où on laisse les expériences nous transformer, naturellement, plutôt que d'essayer ou de chercher à tout maîtriser à distance. Rosa, il nous dit quelque chose d'important, je crois. Il dit, on ne peut pas forcer la résonance. On peut seulement créer les conditions pour qu'elle soit possible. S'ouvrir à ce qui se passe, accepter d'être affecté. Mais elle arrive ou pas, selon des logiques qui nous dépassent en partie. Et je pense que c'est exactement ça, être ouvert au chaos, plutôt que de le fuir. C'est pas de l'abandon du discernement ou de la responsabilité, c'est accepter qu'on ne maîtrise pas tout et que c'est précisément dans cet espace de non-maîtrise, en quelque sorte, que les choses les plus importantes, les plus intéressantes ont une chance d'arriver. Il y a un dernier point que je veux aborder, parce qu'il me semble crucial, et parce que c'est là où je pense que beaucoup de discours sur l'acceptation du chaos deviennent, en général, un peu problématiques. Accepter le chaos, ça signifie pas abdiquer toute responsabilité. C'est pas non plus une sorte de blanc-seing pour l'inaction, ou une sorte de justification commode pour ne pas agir sur ce qu'on peut effectivement changer. Surtout pas. J'ai pas envie de vous entraîner dans une sorte de nihilisme passif où vous diriez, de toute façon, moi, qu'est-ce que je peux y faire? Et pareil, j'ai découvert les travaux de Matthew Welch, qui est un chercheur britannique qui a travaillé sur la gestion sociopolitique de l'incertitude et qui a fait une distinction que je trouve assez utile entre deux attitudes face au chaos. Entre la résignation qui consiste à considérer que comme on contrôle pas, autant de rien faire, et ce qu'il appelle la responsabilité adaptative, qui consiste à agir sur ce qu'on peut vraiment influencer, tout en acceptant qu'on ne maîtrise pas les résultats ni le contexte général. C'est une posture qui est difficile à tenir parce qu'elle demande de garder deux choses en tête en même temps. D'abord l'humilité sur nos limites et l'engagement dans l'action malgré ses limites. Et c'est ni le fatalisme, ni ce que certains appellent une sorte de solutionnisme, cette croyance qu'il existe une solution technique à chaque problème si on cherche assez bien. C'est quelque chose de plus inconfortable en réalité et de plus honnête que les deux et qui se rapproche de l'optimalisme, je pense, qui me tient à cœur comme vous le savez sans doute, j'imagine. L'optimalisme, c'est d'être optimiste et réaliste à la fois. Et je pense souvent à ça dans le contexte des polycrises que nous traversons collectivement. En fait, dans le contexte de crise climatique, économique, technologique, mais aussi sociale, politique, qui s'accumulent et qui en plus s'imbriquent les unes dans les autres de façon non linéaire, ça serait facile de basculer soit dans le déni, ou en se disant c'est pas si grave, la technologie va nous résoudre, va nous sauver, va tout résoudre. Ou alors dans la sidération, en se disant que c'est de toute façon trop grand pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. Les deux sont des réponses au chaos, qui nous empêchent en général d'agir. Et les deux sont à leur façon des formes de fuite. Moi, ce que j'appelle l'optimalisme, et je le vis évidemment de manière complètement imparfaite, avec de la peur dedans, comme je l'ai déjà dit dans ces pages,
c'est une troisième voie. Voir la réalité telle qu'elle est, y compris les parts très sombres, sans pour autant se laisser paralyser par elle. Agir sur ce qu'on peut influencer, avec tout l'engagement et la créativité dont on est capable, sans prétendre contrôler, être parfait ou vouloir maîtriser ce qu'on ne contrôle pas. Et trouver dans cet espace, entre lucidité et engagement, quelque chose qui ressemble à de la joie. La joie rebelle, c'est un concept que j'ai créé, et que je continue à affiner naturellement. C'est pas de la joie naïve, de celui qui ferme les yeux sur les problèmes. C'est pas non plus, évidemment, le stoïcisme froid de celui qui s'est blindé contre tout. C'est quelque chose de plus exigeant, je crois. La capacité à rester vivant, curieux, engagé. Et surtout, dans les périodes de grande incertitude, ça me semble indispensable. La joie comme une sorte de discipline, de résistance. Pas comme une humeur passagère, pas comme un déni, mais par choix. Pas parce que c'est facile, mais parce que je crois que c'est la seule alternative qui ait du sens quand on a décidé de danser au bord du chaos, plutôt que de le fuir. Et c'est ce qui s'est passé après ce déj avec Pablo, justement, et je veux finir sur quelque chose de concret. En fait, après cette conversation, et ce retournement que j'ai vécu, d'une certaine manière, avec cette phrase, je me suis trouvé dans une position un peu inconfortable. Intellectuellement, évidemment, je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire, mais émotionnellement, dans les situations concrètes dans ma vie, mon premier réflexe, ça reste exactement le même. C'est-à-dire la liste, le plan, en tout cas relatif, parce que c'est pas non plus vraiment mon penchant naturel, la tentative de reprendre le contrôle. Mais ce qui a commencé à changer, c'est la vitesse à laquelle je reconnais ce réflexe pour ce qu'il est. Pas une solution, évidemment, mais une réaction automatique à l'inconfort de l'incertitude. Et cette reconnaissance, même partielle, elle crée un espace minuscule entre le stimulus et la réponse. Un espace dans lequel il est possible de se poser une question différente. Non plus comment je reprends le contrôle, mais qu'est-ce qui se passe vraiment ici, sous la surface de ce qui me stresse? Et qu'est-ce que je ne veux pas vraiment perdre dans cette situation, au fond? Souvent, la réponse à cette deuxième question, elle est beaucoup plus petite et beaucoup plus précise que celle que j'imaginais à l'origine. C'est pas la situation entière qu'il faut sauver, mais plutôt une ou deux petites choses spécifiques, et parfois rien du tout finalement. Et sur ces choses-là, on peut agir. Sur le reste, on peut lâcher prise, sans que ça soit une défaite. Je dis pas ça pour vous donner une sorte de belle fin rassurante. La réalité, c'est que ça marche pas à tous les coups, évidemment. Il y a des chaos qui nous laissent des traces durables, des turbulences qui coûtent vraiment cher, des transformations qui passent par des pertes réelles et pas seulement par des réorganisations positives. Et je serais franchement malhonnête si je vous prétendais le contraire. Ça serait exactement le genre de développement personnel que j'ai envie d'éviter ici. Ce que je dis, c'est que notre relation, par défaut au chaos, ce réflexe immédiat de contrôle, de planification, de résistance à l'imprévisible, il est très souvent ce qui aggrave les choses, plutôt que de les résoudre. Et que développer une relation différente à l'incertitude, plus curieuse, plus flexible, moins crispée, c'est peut-être l'une des compétences les plus importantes pour les années à venir. Pas parce que ça rend les turbulences indolores, mais parce que ça change ce qu'on en fait. En fait, on entre collectivement dans une période de turbulences qui vont être très profondes, qui vont être très longues. C'est pas une prévision pessimiste, c'est juste une lecture lucide de ce qui se passe déjà. Les polycrises sont réelles, les systèmes qui ont structuré nos vies depuis plusieurs décennies, en fait, sont sous tension, et personne ne peut vous promettre un chemin qui va être linéaire à travers tout ça. Parce qu'un tel chemin n'existe tout simplement pas. Mais moi, je reste convaincu, avec tout ce que j'ai lu, et toutes les conversations que j'ai eues, dans le cadre du podcast, mais aussi ailleurs, que les individus, les collectifs, qui traverseront le mieux ces turbulences,
Ce ne seront pas ceux qui auront eu les meilleurs plans, ce seront ceux qui auront développé la capacité à naviguer dans l'incertitude, sans forcément se laisser paralyser par elle. Parce que à agir avec engagement, tout en acceptant de ne pas tout contrôler, ça permet vraiment de trouver du sens et de l'élan, même quand rien n'est stable. En fait, à danser au bord du chaos, pour reprendre la formule, il vaut mieux ça plutôt que fuir vers un rivage stable, qui n'existe pas en réalité. Alors cette semaine, une seule question à vous laisser. Face à la prochaine turbulence dans votre vie, professionnelle, personnelle, amicale, collective, amoureuse, quel serait votre premier mouvement si vous décidiez de naviguer plutôt que de résister? Je suis curieux vraiment de ce que vous allez trouver. N'hésitez pas à me le dire. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et une excellente journée. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.